John Rockefeller, homme d'affaires et philanthrope de renom, est souvent au cœur des théories du complot. Son dévouement et son sens des affaires ont jeté les bases du rêve américain. Rockefeller reste la personne la plus riche de tous les temps, sa fortune, ajustée en dollars d'aujourd'hui, étant estimée à 400 milliards de dollars, ce qui dépasse les fortunes combinées de Jeff Bezos, Bill Gates et Mark Zuckerberg. John est né en 1836 à Richford, dans l'État de New York. Deuxième d'une famille de 6 enfants, son père, William Rockefeller, a commencé comme bûcheron avant de devenir propriétaire d'une ferme. Plutôt que de travailler dur, il choisit des entreprises douteuses. Il prétendait être un cancérologue renommé, travaillait comme vendeur itinérant, disparaissait pendant de longues périodes et réapparaissait avec des chevaux de course ou des chevaux débourrés. Rockefeller se souvient que son père partageait avec lui les détails de ses entreprises. Depuis son plus jeune âge, son père échangeait fréquemment avec lui et achetait divers services. À 7 ans, John commence à élever des dennes pour les vendre et gagne de l'argent en arrachant des pommes de terre pour ses voisins. Il note ses transactions dans un petit livre et économise ses gains dans une tirelire en porcelaine. À 13 ans à peine, il prête à un ami agriculteur 50 $ à un taux de 7,5 par an. Le futur milliardaire a hérité de la croyance de sa mère dans le travail acharné et l'austérité stricte. Elle était profondément religieuse et faisait partie d'une congrégation baptiste. Avec une famille nombreuse et l'échec des entreprises de William Rockefeller, elle doit souvent économiser de l'argent. En 1853, la famille Rockefeller s'installe à Cleveland, dans l'Ohio. John Rockefeller, l'un des enfants les plus âgés, cherche un emploi. À 16 ans, il maîtrise les mathématiques et a suivi un cours de comptabilité de 3 mois à Cleveland. Après 6 semaines de recherche, il est embauché comme assistant comptable chez Hewitt & Tuttle, une petite société immobilière et d'investissement. John Rockefeller fait rapidement la preuve de ses compétences, et lorsque le directeur quitte l'entreprise, Rockefeller est rapidement choisi pour prendre la relève. Le salaire offert au jeune employé de 18 ans est fixé à 600 $ par an, alors que son prédécesseur percevait 2000 $. Scandalisé, Rockefeller démissionne rapidement, marquant ainsi son seul emploi biographique. À la même époque, l'entrepreneur anglais, John Maurice Clark, cherche un partenaire commercial capable d'investir 2,0 $ en capital pour démarrer une entreprise. Rockefeller économise 800 $, emprunte le reste à son père à un taux d'intérêt de 10, et le 27 avril 1857 devient associé junior chez Clark, Gardner & Co. Pierce. Au cours de la deuxième année de la guerre civile, Gardner fait faillite et la société devient Clark & Rockefeller. Grâce aux fournitures militaires, Clark & Rockefeller devient une entreprise solide, aux revenus substantials. Au départ, la société se concentre sur le transport de pétrole et de paraffine. Mais l'expansion du marché suscite l'intérêt des partenaires. À la fin des années 1850, le premier puits de pétrole des États-Unis est foré en Pennsylvanie. Peu après, un boom pétrolier s'est produit dans tout le pays et les exportations de pétrole sont devenues une source de revenus essentielle. En outre, les lampes à paraffine ont rapidement gagné en popularité sur le marché intérieur, ce qui a stimulé la demande de paraffine. Auparavant, l'huile de baleine servait de combustible pour l'éclairage. Le commerce de l'huile de baleine était risqué, mais son raffinage offrait une plus grande stabilité. Au cours de cette période, Rockefeller rencontre le chimiste Samuel Andrews, qui travaille dans le raffinage du pétrole et voit dans la paraffine un potentiel pour l'éclairage. Les partenaires ont alors commencé à construire la raffinerie Flats à Cleveland. À partir de là, ils transportent le pétrole et leurs produits par voie ferrée. À 27 ans, John Rockefeller devient copropriétaire d'une grande compagnie pétrolière. Il achète la raffinerie des frères Clark pour 72 500 $, ce qui représente une somme énorme à l'époque. Des intérêts communs unissent Andrews et Rockefeller, ce qui les amène à créer une nouvelle société de traitement du pétrole, Rockefeller, Andrews et Flagler. Rockefeller y associe l'homme d'affaires Henry M. Flagler, ainsi que son jeune frère William Rockefeller. Le demi-frère de Flagler, Stephen W. Harkness, investit 100 $. La société a mis au point un cycle complet de production de paraffine, de l'extraction de l'huile à la vente du produit final. En 1970, la société est rebaptisée Standard Oil of Ohio. Plus tard, grâce à la corruption, aux intrigues et à la tuberculose, le pieux diacre, comme l'appelaient ses partenaires, obtint des rabais auprès des transporteurs ferroviaires pour le transport du pétrole et commença à dominer le marché. À l'époque, l'industrie pétrolière compte des milliers de petites entreprises et la concurrence est intense. Pourtant, Rockefeller constate que l'ensemble du secteur pétrolier est désorganisé et chaotique. Pour réussir, il doit construire sa propre infrastructure,
et veiller à ce que son entreprise dépende le moins possible des autres. Il doit trouver un moyen de tirer davantage de profit des puits qu'il possède déjà. Stratégie consiste à utiliser des remises pour renforcer la position de l'entreprise face à ses rivaux et aux entreprises de transport. Flagler, l'associé de Rockefeller, se trouvait dans une position unique pour conclure ces accords grâce à ses relations en tant que négociant en céréales. Les remises de 15 ont permis à Standard Oil de réduire considérablement ses prix par rapport aux autres raffineries de l'Ohio. En outre, avec l'aide de son associé le chimiste Samuel Andrews, Rockefeller a maximisé l'efficacité de la production en minimisant les déchets. Alors que d'autres raffineries perdaient jusqu'à 40% de leur pétrole en le déversant dans les rivières et en créant de gros tas de boue, Rockefeller a réussi à extraire efficacement la plus grande partie du pétrole. Rockefeller a extrait efficacement la plus grande partie de la paraffine du pétrole et a établi un commerce florissant de mazout et de gelée de pétrole. 1872, la société s'est imposée comme leader de l'industrie américaine du raffinage, avec une production de 10 000 barils par jour. Dans le même temps, la paraffine est devenue l'un des produits les plus demandés dans le pays. L'entreprise bien organisée commence à générer des bénéfices importants et Standard Oil acquiert peu à peu d'autres compagnies pétrolières et de petites entreprises. Mais Rockefeller en veut encore plus. Il voulait que chaque train transportant des marchandises à travers l'Amérique transporte sa paraffine. Rockefeller a habilement manipulé les intérêts des compagnies ferroviaires à son profit. À cette époque, les chemins de fer privés se livrent une concurrence féroce pour le trafic et créent un cartel pour gérer les taux de fret. Saffron Improvement Company est créé avec d'autres transporteurs de la Standard Oil. Les membres du cartel bénéficient d'un traitement spécial en tant que grands expéditeurs traitant de gros volumes. Cela permet à la Standard Oil de payer moins que ses concurrents. Les remises sur le transport atteignaient jusqu'à 5 ans. À certains moments, Rockefeller payait le baril 10 cents, alors que ses concurrents le payaient 35 cents. Flagler et Rockefeller n'ont cessé d'acheter des raffineries rivales, d'améliorer leur efficacité commerciale, d'exiger des remises sur l'approvisionnement en pétrole, de casser les prix des concurrents et de conclure des accords secrets en moins de 4 mois. En 1872, au cours de ce que l'on a appelé la conquête de Cleveland ou le massacre de Cleveland, Standard Oil a acquis 22 des 26 concurrents locaux. En 1874, un concurrent clé n'a pas pu relever le défi. Charles Pratt & Company, une importante raffinerie new-yorkaise dirigée par Charles Pratt et Henry Rogers, a été rachetée par Rockefeller. Une fois intégrée à la Standard Oil, la société se développe rapidement. Elle développe ses propres oléoducs, wagons-citernes et systèmes de livraison à domicile. En maintenant les prix du pétrole à un niveau bas, elle décourage ses concurrents et rend ses produits accessibles aux ménages moyens. Pour élargir son marché, elle vend parfois ses produits à un prix inférieur à leur coût de revient. La société a beaucoup investi dans la science et l'innovation, ce qui a permis la création de plus de 300 produits à base de pétrole, allant du goudron à la peinture, de la gelée de pétrole à la gomme à mâcher. À la fin du 19e siècle, la société raffinait plus de 90% du pétrole brut aux États-Unis. Standard Oil cesse progressivement assurer le contrôle quasi total du raffinage et de la commercialisation du pétrole aux États-Unis, par le biais d'une intégration verticale et horizontale. Néanmoins, les pratiques monopolistiques de la société en font une cible pour les journalistes et les hommes politiques, ce qui renforce le mouvement antitrust. En 1880, le New York World qualifie la Standard Oil de monopole le plus impitoyable et le plus avide du pays. À l'époque, de nombreuses législatures compliquent l'enregistrement d'une entreprise dans un État et son exploitation dans un autre. Par conséquent, Flagler, Rockefeller et Pickford possédaient chacun de nombreuses sociétés distinctes, chacune opérant dans un seul État, ce qui rendait la gestion globale assez lourde. En 1882, leurs avocats conçoivent une nouvelle forme de société pour centraliser leurs actifs, ce qui aboutit à la création du Standard Oil Trust. Ce trust est devenu une société de sociétés, et sa taille et sa richesse ont attiré une attention croissante. 9 associés dont Rockefeller gèrent 41 sociétés dans le cadre du trust, ce qui confère à la Standard Oil une aura d'invincibilité, vainquant toujours ses concurrents, ses détracteurs ou ses adversaires politiques. Rockefeller devient l'homme d'affaires le plus riche et le plus influent du monde, augmentant régulièrement ses bénéfices chaque année. Son empire américain comptait 20 000 puits, 6 500 km de pipeline, 5,000 wagons-citernes et plus de 100 000 employés. À un moment donné, sa part du pétrole raffiné mondial a dépassé les 90, mais à la fin du siècle, elle n'était plus que de 80. En réaction,
Flagler et Rockefeller ont eu l'idée d'émettre des certificats pour le pétrole stocké dans les oléoducs de Standard Oils. Ces certificats ont rapidement été échangés par les manutentionnaires, ce qui a conduit à la création du premier marché à terme du pétrole. Depuis lors, ce marché joue un rôle crucial dans la détermination des prix du marché au comptant. Bien qu'à la fin du 19e siècle, 85% de la production mondiale de pétrole provenait encore des puits de Pennsylvanie. Les puits étrangers de Russie et d'Asie ont commencé à pénétrer le marché mondial. Robert Nobel crée une société de raffinage dans les champs pétrolifères russes, riche et abordable, et introduit le premier oléoduc de la région et le premier navire-citerne du monde. Les Rothschild de Paris participent également au financement de Nobel. D'autres gisements sont découverts en Birmanie et à Java. Outre, l'invention des ampoules électriques commence à remettre en cause la domination de la paraffine dans le domaine de l'éclairage. Standard Oil s'adapte en se développant en Europe, en augmentant la production de gaz naturel aux États-Unis et en produisant de l'essence pour les voitures. Autrefois considérée comme un sous-produit, la Standard Oil a transféré son siège social au 26e étage de Broadway à New York, faisant de Flagler et de Rockefeller des membres éminents de la communauté. L'État a toutefois commencé à lutter contre le trust. Après être devenu président en 1901, Theodore Roosevelt a intenté de nombreux procès antitrust contre le Standard Oil Trust. Finalement, après une longue lutte, en 1911, la Cour suprême des États-Unis reconnaît que la Standard Oil Company a violé le Sherman Antitrust Act. À cette date, la Standard Oil Trust contrôlait encore 70% du marché du pétrole raffiné et 14% de l'approvisionnement en pétrole des États-Unis. Le tribunal a décidé que le trust serait divisé en 34 nouvelles sociétés. Même si Rockefeller s'est retiré et a perdu le contrôle, sa fortune s'est accrue car il détenait des participations importantes dans ces nouvelles sociétés. Au fur et à mesure qu'elles entrent en concurrence, la valeur de leurs actions augmente, faisant de John Rockefeller le premier milliardaire d'Amérique. À la fin de sa vie, sa fortune s'élevait à environ 5 milliards de dollars. La 7e génération de Rockefeller est en train de grandir, et la famille dans son ensemble compte aujourd'hui environ 270 personnes. Parmi eux, on trouve des banquiers, des financiers, des cadres supérieurs, de jeunes designers, des champions olympiques et même des policiers. Le fondateur de la dynastie, John Davison Rockefeller, a passé la majeure partie des 40 dernières années de sa vie, retiré dans son domaine situé dans le comté de Westchester, à New York. Il n'a jamais fait étage de sa richesse. Ses entreprises telles qu'ExxonMobil et Chevron ont perduré et évolué, devenant des piliers essentiels de la richesse américaine, ce qui témoigne de l'impact durable de son esprit d'entreprise.